J'étais en train de débrief la session d'aujourd'hui, du coup je vais la faire en vidéo. Donc salut à tous ceux qui regardent ce débrief. C'est la session du coup d'aujourd'hui, c'était le lundi 5 juin. On avait le PMI à 15h45 et 16h qui a légèrement fait bouger les marchés, c'était pas très intéressant. Mais ça a permis d'avoir un peu de volatilité sur le S et suffisamment de volatilité sur le Nasdaq pour que ce soit vraiment une bonne journée. On a fait notamment un runner, donc c'est cette session-là qu'on va débriefer. Et ce gros runner-là qui est intéressant, qu'on a pris d'ailleurs de concert avec mon élève. C'est le gros avantage de cette méthode-là, c'est qu'on peut se retrouver dans ces positions, ce genre de position. Alors ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on est bien content parce que ça fait 2-3 jours de travail en plus sur un seul trade. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, c'était un petit 3 quarts d'heure de session. Je vais débriefer ça assez rapidement. Mais je vais essayer de le faire bien. On a commencé la session avec une énorme pression haussière. Sauf qu'à un moment donné, elle a commencé à s'épuiser sur les plus hauts jours, plus haut du matin, on les a break, hein, mais à partir de ce moment-là, ça commence à vraiment battre de l'aile en termes de dynamique acheteuse. Et moi, à partir de ce moment, on s'est retrouvé ici. Il y a deux solutions, soit on va chercher des achats, on continue à essayer de faire des achats en partant du principe qu'on va faire une continuation. Mais vu la journée, vu les résultats, euh, pour moi, il y avait de fortes chances qu'on réintègre, on fasse une journée de range, un peu à l'image des lundis. C'est assez rare qu'on fasse du directionnel le lundi. Et moi, j'ai commencé à trader juste après l'annonce, je crois. Ah, ouais, ok. Pas trop le trade ici, je crois que c'est une première trade. Premier trade, petite erreur. Je comprends pas trop l'idée ici. En fait, ça, on est en train de construire une toute petite zone. On est encore très haut, mais si on repart, autant aller chercher justement à se positionner ici. Bah, ça, c'est le petit problème avec Jigsaw, c'est qu'il y a des défauts d'exécution assez régulièrement. Ces pop-up là, ils sont pas super agréables à avoir quand ton carnet il est masqué. Donc là, je suis plutôt ok avec cette situation, ce scalp-là. Euh, donc j'ai flat mon scaling scale out là pour améliorer mon prix. Je suis sorti, on n'est pas parti. Au final, ça m'étonne pas. La gueule de l'order flow. J'essaye de me positionner ici. On a un creux de une zone. On voit qu'au-dessus de 45-50, 45-75, on a du mal à y aller. On le voit un peu mieux ici. En fait, j'ai deux volume profile. Lui, c'est le volume profile de la session cash. Et lui, c'est le volume profile de la session Globex qui est rattaché au carnet. Sauf qu'ici, ils sont quasi identiques parce que je les reset, lui, sans faire exprès. Donc en fait, j'ai ces deux sessions de cash, mais habituellement, quand je fais ça, c'est pour montrer le cash ici et le Globex sur le carnet. Donc on a vraiment une zone où on ne veut pas échanger. Ici, on voit qu'on se fait bien exécuter, c'est plutôt joli. L'idée de prendre des shorts à ce moment-là, elle est aussi relativement bonne. Je suis plutôt content de voir prendre des shorts ici. Euh, bon, la sortie, pourquoi pas. C'est assez dur de jauger en ce moment. Les sorties sur le Nasdaq, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il fait énormément de
retour, beaucoup de balayage. Donc en fait, si on se positionne, quand on se positionne, on a beaucoup de retours sur PRU, ce qui est relativement désagréable, ce qui nous force à prendre nos bénéfices, parfois trop tôt, parfois trop tard. Mais c'est le jeu, en ce moment, c'est comme ça. Là, on voit que j'essaye de tirer parti de la baisse qui est en train de s'installer. Je sais. Ouais, je préfère me voir faire ça. Ouais. Ok. Ah oui, non, mais oui, oui, qu'est-ce que je suis con, ça, c'est un stop. J'ai placé mon stop au meilleur endroit et j'ai flat. Je me souviens de cette position. J'étais plié en deux d'ailleurs. Parce que c'est très rare que je fasse ça, que je flatte. Ne faites jamais ça, laissez votre stop, surtout sur le Nasdaq. Le risque, il est vraiment minimal ici. Et je me suis dit, bon, bah, je sais qu'il va me taper mon stop. Tant qu'à faire, autant économiser ces 5 petits ticks ici, pourquoi pas. Peut-être que sur l'année, à force de faire ça, ça va me faire gagner quelques sous, quoi. Non, faut pas faire ça. Faut le laisser, la preuve, parce que quand tu places ton stop et que tu sais bien les placer, tes stops, euh, bah, vaut mieux le laisser se faire taper, parce que j'ai loupé mon entrée. Flash flat, et j'essaie d'en rentrer immédiatement, parce que je me rends compte de ma connerie. N'hésitez pas à faire un petit conseil sur le Nasdaq. N'hésitez pas à mettre des petits stops, mais à faire des petites entrées, faire des petites entrées, à faire des entrées répétitives. Alors bien évidemment, il y a une différence entre doubler son entrée pour réduire au maximum les risques et forcer, quoi, tout simplement. Là, la sortie est catastrophique. J'ai du mal à. J'ai cet endroit-là que je voulais aller chercher, on n'a pas été le chercher directement. Oui, pardon, je vais finir ce que j'étais en train de dire. Euh, Mettre des petits stops, prendre des petits stops, c'est sur le Nasdaq. Alors bien évidemment, tout est relatif. Il y a des fois où on doit laisser le Nasdaq respirer, donc on met pas de stop, ou alors on va scaling scale out pour améliorer son PRU parce qu'on travaille une zone. Mais dans ce genre de scalp-là, où on va chercher 10-15 points, euh, voire plus, pourquoi pas, mais là l'idée c'est d'aller en chercher 10-15. Euh, Ça sert à rien d'avoir des stops larges déjà, puisqu'on travaille des petites zones, des petits ranges. Et en plus de ça, ça donne le gros avantage de voilà, on se fait stopper. Si ça part d'un coup contre nous, ben on est content parce que on s'est fait stop avec une perte de 3-4 points au lieu de s'en prendre 10 dans les dents. Et en plus de ça, ça nous laisse l'opportunité de voilà, on, on n'est plus en position, on reprend un peu d'objectivité et si l'order flow et le price action nous donnent envie de rentrer, pardon, et ben on re-rentre. Alors des fois, on rentre une fois, ça fonctionne pas, une deuxième fois, ça fonctionne pas, une troisième fois, euh, ça fonctionne pas non plus et c'est pour ça que c'est important d'avoir des petits stops puisque ça nous permet de garder quand même des ratios qui sont corrects. Mine de rien, vous prenez 3 stops à 50 $, ça fait une perte de 150 $. C'est pas sur le Nasdaq qu'en lot plein, c'est vraiment pas la mort. Après, tout dépend euh, de votre stratégie, de votre daily loss et tout, etc. Mais de votre money management. Mais globalement, euh, quand on sait que derrière, on va aller en chercher. Euh, on va chercher 15 points, 20 points et potentiellement plus. Bon, bah, tant qu'on garde des ratios entre 0,8 et 2, bon, bah, plus bien évidemment, va bien. L'important c'est de garder ces ratios en tête et à partir du moment où par exemple à la troisième fois vous êtes à 150 $ de perte sur le trade et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir chercher au moins ça, et ben, tout simplement ça veut dire que le trade n'est plus rentable et qu'il faut arrêter et passer au mouvement suivant. Donc là malheureusement l'idée était bonne de shorter, ça je m'en souviens. Mais c'est trop dur de tenir, surtout qu'en plus là on a un trou de volume, donc ça peut très facilement revenir sur 25-25. Je dis pas que ça va y aller, mais
très souvent, quand il y a trop de volume et qu'on rentre dedans, ça dégringole jusqu'au point suivant. J'aimerais pas me voir rentrer là. Ah, je suis rentré, merde. Putain. Ça, c'est le genre d'endroit où faut pas trop rentrer, justement. On était en train de potentiellement consolider cette petite zone dont je parlais. C'est pas très bon. Bah, là, par contre, je suis très content du scale. Il était très bien placé. Puis là, on a beaucoup de liquidité. On donne quand même un petit peu, mais on a beaucoup de liquidité juste au-dessus. Et ici, typiquement, ça, c'est typical market maker. Alors, attendez, je vais remettre. Il y a un split de position. Et en fait, il crée vraiment un bloc ici d'ordre où ça va attirer le marché. Ils vont avoir envie pour se faire exécuter, ça va attirer le marché parce que c'est la liquidité qui est disponible. Donc en fait, certains opérateurs, les opérateurs qui crament la liquidité, les opérateurs agressifs qui utilisent les ordres de market, c'est potentiellement euh, du pain béni. Parce qu'en fait, s'ils ont une vue en particulier, eux, ça leur permet. Alors après, quand je dis eux, c'est des opérateurs de toutes sortes, hein. On a de l'opérateur de grande banque, on a de l'algorithme, on a du retail, euh, on a divers types d'opérateurs sur ce genre de configuration. Et potentiellement aussi, on se retrouve avec un pool de stop. Euh, alors ça, j'en suis pas du tout sûr, mais quand on a des pools de liquidité comme ça dans, les, dans le ask ou dans le bid, c'est qu'éventuellement, il y a un pool d'ordres market qui sont des ordres stop. Et du coup, les market makers se positionnent ici en contrepartie. Donc ici, on est content de voir cette liquidité. J'ai malheureusement pas été exécuté sur le troisième. 3 lots sur 3 mini lots, c'est mon max sur le Nasdaq. Du coup, j'avais 10 points à mon lèvre de rentrer un peu plus haut. Pour qu'il follow un peu le mouvement. Il s'est passé exactement ce que j'attendais. Le seul truc que je craignais, c'était un retour, parce qu'on a vu à 15h50, 15h50, 10 secondes, une cinquantaine de lots qui sont faits en vendeur, qui se sont fait complètement absorber. Alors absorber, c'est un grand mot, mais les 13, les 18, les 11 se sont retrouvés bloqués sur la zone, sur cette toute petite zone. Et ce qui, du coup, ça est un signe plutôt haussier, puisqu'on est, enfin, haussier. Un signe de force de la part des acheteurs limites, puisqu'il y a quelqu'un en fait qui les a pris, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez conséquent. C'est des dizaines de millions de dollars qui sont placés. Il faut pouvoir les encaisser, tous ces lots-là. Donc on est toujours au-dessus de sereine et là on le passe. Donc là je suis plutôt serein. Je me mets un peu au-dessus pour être sûr de pouvoir laisser respirer le Nasdaq au maximum. Et là j'avais pour objectif le POC. Et je sais pas si j'ai été le chercher. Léger rebond avant VWAP. Là, on a les 60 ici, on est plutôt content de voir ça. Je sais pas d'ailleurs qu'est-ce que c'est que ces 60 ici qui sont posés.
juste histoire de faire descendre encore le marché. C'est dommage que je sois pas sorti. Ah bon, ça va, ça va, ça va. Fallait lui laisser sa chance de passer le POC et d'aller squeeze tous les longs. Là, je sais pas si vous l'avez noté, mais on a eu un truc d'intéressant. Euh, Encore une fois, beaucoup de vendeurs qui se sont fait complètement absorber sur cette même zone 0,50, 0,50, 0. On passait en dessous, 97. Et ça a noté. À garder en tête en tout cas. Beaucoup encore une fois, beaucoup de vendeurs qui se font absorber. Ça passe, mais on voit que ça a du mal. Alors remets le carnet, s'il te plaît. Si, encore une fois, 93,25. Là, on voit que sur le S, ça s'est fait absorber à la vente avec un joli retour vendeur. Petite imbalance ici, très petite. Là, on voit que j'essaye de chercher un achat. C'est peut-être un peu tôt. Ouais, c'est un peu tôt. C'est dommage. J'aurais dû attendre VAL, pardon. Là, 87,75. Là, j'ai été peut-être pris un peu de FOMO. On voit encore une fois que les acheteurs, les vendeurs, en fait, j'ai l'impression que c'est des vendeurs tardifs qui voulaient profiter de ce haut-là, du mouvement qu'on a vu juste avant, là, euh, et qui du coup se remettent à vendre pour prendre la continuation, mais s'il n'y a pas de continuation. Donc là, cette information-là, elle est précieuse. C'est pour ça que la lecture du tape, c'est important. Et on voit donc énormément de vendeurs qui sont arrivés bah là, à partir de 610, 600, enfin, en tout cas surtout aux alentours de 600, et ça commence de plus en plus à se faire contenir. On a juste une petite dizaine de points et énormément de vendeurs. Avec un marché qui commence à s'essouffler à ce niveau-là. Je laisse volontairement l'order flow parce que c'est intéressant à regarder. Là par contre je ne comprends pas pourquoi je rentre pas. Je vois que j'étais en train de regarder ici le rebond sur VH. Je pense que oui, je me rappelle, je l'ai vu trop tard. C'est dommage hein, que j'essaye pas de me positionner ici là. Toujours des vendeurs qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent. Je suis dans l'attente, ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. J'étais dans l'attente de voir si on allait encore creuser un peu plus bas et que les vendeurs allaient encore se faire. Parce que là, il y a un fort potentiel de squeeze. Beaucoup de vendeurs, là, ouais, c'est les 86. On va aller essayer de placer un ordre. Euh, ah, voilà, ça fait plaisir. J'ai été patient en fait, sur tout ça. Et là, on voit, là c'est dommage, c'est une très mauvaise sortie catastrophique ici. Euh, Éventuellement, je devais penser qu'on allait faire encore des petits allers-retours sur 86 et le prendre de manière assez rapide. Mais là, on a un premier retour concret des acheteurs. On en a eu un petit ici,
Encore un petit ici. On a vu la liquidité qui est venue faire pression. Regardez ici les vendeurs qui se font absorber. Ils rentrent, mais ça continue à monter. Et on voit de plus en plus le tape qui commence à redevenir bleu et le mouvement commence à s'initier. On aurait fait un joli trade jusqu'au POC, c'est dommage. 86 encore. Ouais, par contre, il n'y a pas eu de continuation. Je me rappelais plus de ça. Je suis étonné qu'on n'ait pas été plus haut. Je me rappelle plus du tout de ce qui se passe après. Je suis étonné qu'on n'ait pas passé POC. Du coup, je vais avancer jusqu'au. Il est quelle heure? 15h58. Il y avait l'annonce à 16h. Ah bah ça y est, on passe. Ah non, toujours pas. Oui. Ça s'est fait en manière calamiteuse, quoi. Là, il y a un vrai retour acheteur. Là, ça vient squeeze. Ça vient squeeze tous les shorts qu'on a vu rentrer. Les vendeurs qu'on a vu rentrer tout à l'heure. Typical V-shape. Euh, je crois que je ne prends plus de position jusqu'à 16h05. 16h03, 16h05, ok. Oui, il y en a une qui arrive. On a envie de rentrer 601,50. Ah oui, ok. Je comprenais pas pourquoi je suis rentré. C'est dommage que je recorde pas tous mes écrans. Il me manque deux écrans. C'est pas les vraiment plus importants. Le plus important, c'est les carnets. Mais malheureusement, je peux pas le faire là. Euh, on voit sur le S96, ça se fait absorber. Beaucoup de vendeurs qui se sont fait absorber. C'est une zone où ça rentre en limite. Cette zone là ici. C'est pour ça que j'ai initié un. Ok, ça c'est pas mal. Comme j'arrive pas à le choper sur le S, je le prends sur le Nasdaq parce que j'ai anticipé un mouvement. C'est un mouvement c'est une phase qui donne envie vraiment d'acheter, qui va potentiellement propulser le marché. On voit autant de vendeurs en plein milieu de VA qui se fait absorber. Qui se font absorber. Du coup, ah oui, quand j'arrive à me faire exécuter sur le S, j'ai vraiment aucune réussite personnellement depuis plus d'un mois sur le S. La plupart des trades que je passe, c'est pour perdre de l'argent. C'est pour ça que je le touche quasiment plus. Je suis pas un très bon lecteur statique et j'ai pas spécialement d'affinité avec le S, avec la dynamique qu'il a en ce moment. J'arrive à le lire dans les grosses lignes, mais de là après à trouver les bonnes entrées, etc. Il y en a, hein, bah, typiquement ce qu'on a vu là ici. Euh, Hop, petite absorption des vendeurs, backticking, là retour acheteur.
On n'arrive plus à descendre à 95-25, backticking encore. Ah, bon, ça part. Mais en fait, le problème, c'est ça. C'est que, euh, personnellement, mon problème sur le S, c'est que il est devenu relativement liquide. Alors là, il commence à être un peu moins liquide qu'il y a 3 semaines, un mois. Euh, mais le problème, c'est que quand on exécutait, c'est souvent qu'on n'est pas dans le bon timing. Personnellement, moi, j'ai vraiment du mal à trouver les bons timings sur le S depuis qu'il est plus très volatile, comme il a pu l'être en septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022. Et à une période, je crois que janvier encore, ça va, il était pas trop dégueulasse. Février aussi. Février et mars, c'était fou, je crois. Février et mars, j'ai fait vraiment de belles perfs sur le S. Et puis après, ça c'est. Dès que la liquidité commence à dépasser les 100, 120, 150, on a eu 200 à un moment donné, contrats par niveau. Là, ça a commencé à. En fait, c'était tout simplement, on l'a vu dans euh, le Commitment of Trader du CME, qui est un super outil. Je vous conseille d'aller voir. Je vais vous montrer rapidement. C'est cet outil du CME. Il y en a plein, hein, des outils qui sont très bien. L'Open Interest Profile est très intéressant. Commitment of Trader, donc c'est celui-là. Très intéressant. C'est intéressant aussi d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau des options, avec les murs options. Je ne vais pas en parler là parce que ça va être beaucoup trop long. Mais du coup, ça vous permet de voir en fait à quel niveau sont exposés les intervenants du marché, les gros intervenants, donc les market makers, qui sont là pour fournir la liquidité, les banques institutionnelles et les fonds à effet de levier, les hedge funds. Euh, et du coup, vous avez tous les instruments possibles du CME, bien évidemment, euh, et du CBOT et du COMEX, car je crois que maintenant, tout est, oui, c'est ça, tout est réuni. Ça a été racheté par le CME, a racheté COMEX et CBOT, si je ne m'abuse. Et du coup, bah, les equities, vous pouvez aller voir sur le S&P 500 par exemple, History Range, donc c'est sur l'historique, sur 6 mois par exemple. Et donc dealer, c'est les market makers. Et on peut voir que. Est-ce que je peux faire un zoom? On voit très mal, c'est une catastrophe ça. Pourquoi on voit si mal? Mars. Bon, ouais, c'est ça. On voit que depuis fin février, début mars, on a eu une croissance absolument énorme. Ça, c'est la nette position, c'est la somme des contrats acheteurs et des contrats vendeurs qu'ont accumulé les market makers. Donc ça veut dire ici, quand on voit cette hausse-là, qu'on a toutes les contreparties, donc les autres intervenants, les asset managers qui sont les banques institutionnelles et les leverage qui sont les hedge funds, qui se sont déchargés de leur position et qui ont fui un peu les indices futurs, puisque bah, en fait, il commençait à y avoir un gros intérêt pour pardon, le marché obligataire. Donc en fait, il y a eu un transfert de liquidité tout simplement. Euh, et donc du coup, voilà, c'est très intéressant de voir ça. Et là, depuis quelques temps, la liquidité est en train de disparaître, de se réduire de plus en plus. Et on voit tout simplement que les market makers commencent à redistribuer tout ce qu'ils ont accumulé. Alors ça ne va pas vous permettre de mieux trader, mais ça va vous permettre d'avoir euh, une meilleure vue de ce qui se passe sur le point macroéconomique, sur le niveau des liquidités, et qui fait quoi, et qui achète quoi, qui vend quoi, etc. etc. Bref, ça fait 29 minutes, bon, ça va. Je parle beaucoup, désolé, mais j'espère à minima que c'est intéressant. Ça me permet de faire mon débrief à l'oral, ce qui est relativement agréable à faire. Je vous conseille de le faire, de débriefer vos sessions comme si vous commentiez la session d'un collègue trader
d'un ami, d'un élève. Ça permet d'avoir un point de vue relativement objectif sur ce que vous faites et de noter vos erreurs les plus grossières. Parce que c'est les erreurs les plus grossières qu'il faut régler en premier. Donc le S, pas mon copain. Nasdaq, mon copain. Ça va être un stop, ça. Voilà, on va voir ça. Je m'étonne que je vais enlever le stop. Que je vous disais que je plaçais bien mes stops. Non, ça c'est vraiment que de la chance. Hein, parce que moi, je suis le spécialiste pour ce genre de phase où je me fais stop, je rentre juste après parce que je vois que mon stop était placé un tic trop tôt. Mais quand on voit ça, alors putain, ça c'est vraiment incroyable. Le marché, il a fait non. Stop, quoi. Sur un niveau qui est relativement random en plus. On a tout ce petit pic là de une profile, mais c'est anecdotique. 627. Ok. Et du coup, oui, je l'enlève parce qu'en fait, je sais tout, j'ai pas besoin de, j'ai plus besoin de stop ici. L'idée, ça serait même d'en rentrer un autre. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais là, 100% du temps, ouais, je suis rentré. Bon, voilà, c'est commence à puer là. C'est un peu naze là, toute la phase. J'aurais préféré me voir re-rentrer un deuxième lot sur les 27 plutôt que mettre un stop. Pourquoi j'ai mis un stop juste en dessous? Alors ça, je le place en pire endroit, juste avant les 27 qui me servaient de protection. Et ici, il fallait remettre un deuxième lot, quoi. Bon, après, in fine, si on est résultat oriented, c'était pas très bon. On aurait pu sortir. Je sais pas ce qu'on aurait fait en vrai. Mais oui, après la rentrée derrière, c'est un peu naze. Là, on est protégé par la liquidité, donc j'hésite pas à scale la zone. Enfin, protéger, entre guillemets. Je me hedge au cas où, avec un tout petit stop. Là, c'est vraiment pas, c'est pas histoire de faire du bénéfice, hein, c'est histoire de me protéger. Je mets un petit stop parce que si Nasdaq part, le S va immédiatement suivre, enfin dans les millisecondes qui vont suivre. Là, voilà, il part. Là, je flatte parce qu'il y a de fortes chances qu'il suive. Pas très chanceux sur ce mouvement-là. Ah oui, je me rappelle que j'ai ambitionné à plusieurs fois ce retour POC dans cette session. C'est vraiment un truc qu'il faut apprendre à faire, ça, c'est les retours POC dans les journées où on est relativement balancé. On le voit sur le graphe juste à côté. C'est une journée balancée, donc pas hésiter à spéculer sur le fait qu'on va rejoindre le POC. Il y a diverses techniques et manières de lire le marché pour arriver à trouver ces retours POC, arriver à les anticiper. Et du coup, là, j'ai pas réussi. Je crois que je m'y suis repris à deux trois fois, mais j'ai pas eu mon retour POC. Là, je mets pas de trail pour le moment, parce que j'ambitionnais que j'avais pourvu qu'on aille beaucoup plus bas, donc je voulais le laisser respirer tranquillement. Là, on bloque sur cette zone-là, ça, on la pète. Et ah, rien ça. Juste perdre mon Nasdaq de vue. Ouais, là, je l'ai trop laissé respirer.
Hmm. Ouais, les 17, ça donne pas envie, hein. Les 17, ça donne envie de flat. Ouais, là, en plus, le recul, ouais, c'est une catastrophe. Je rentre. Ouais, bon, j'ai essayé de faire mon retour POC. J'ai réinvesti la moitié de mon latent dans cette position. Ouais, là, ça, c'est à chier, ça. Ouais, 16h10, moi, je commence à être fatigué. Surtout que j'ai fait une toute petite pause. Très souvent, je sais pas vous, mais je le vois aussi avec mon élève en ce moment, ces sessions se dégradent largement vers la fin. Mais moi, c'est pareil, c'est pour ça que je fais des sessions qui sont assez courtes. Mais du coup, il faut faire attention, quoi. À partir du moment où on voit nos entrées qui commencent à se dégrader, vaut mieux stopper. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on n'est plus capable en fait, d'avoir le bon timing et la bonne lecture. Donc on peut vite se retrouver dans des pièges euh, où on se prend 2, 3 stops d'affilée. Et par revenge, pardon, je vais mettre en grand écran. Et par le fait de tout simplement avoir rendu des gains, on peut se retrouver à être confronté à de l'émotionnel et à du revenge et tout, etc. Donc ça, c'est des cercles, des boucles qu'il faut éviter justement en prenant soin de soi et en s'arrêtant soit 15-20 minutes, 30 minutes après une grosse session de 30-45 minutes, soit en arrêtant tout court et aller faire autre chose. C'est ça aussi le bonheur de ce métier-là. On a beaucoup de temps libre, si on le souhaite, bien évidemment. Il reste collé à leur écran toute la journée, je sais pas ce qu'ils foutent dessus, mais. Euh, ok. Je comprends pas trop l'entrée. Je suis plus trop l'order flow. Je suppose qu'il il y avait une bonne raison. L'entrée est relativement propre. Je regarde les tapes, mais à part ce petit ordre de 12 et ce qui s'est fait sweep à 29 euh, c'est pas suffisant comme info. Je devais avoir sur mes graphiques une information parce que là, je re-rentre, quoi. Je rentre une fois, je me fais stopper, je re-rentre derrière. Donc, il devait y avoir une information. J'essaie de corriger ce problème-là. Je record tout mon setup. Ça va être la fin, là. 8 minutes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps. C'est si je mettais des TP. Ça m'arrive de mettre des TP, mais je vous conseille tous, dans des marchés dynamiques comme ça, de ne jamais mettre de TP. Parce qu'en fait, il faut jamais toujours stopper ses pertes le plus souvent possible. Et des fois, malheureusement, ça part fortement contre nous et on n'a pas mis de stop et on est pris dans une sauce et voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que de préférence toujours mettre des stops. Mais par contre, de préférence ne jamais mettre de TP parce que les gains doivent être illimités et les pertes doivent être euh, contenues. Pareil sur les journées, ne mettez pas de daily win, c'est une grosse erreur. Quand vous n'êtes pas à l'aise avec le marché et que vous avez envie de trouver une certaine régularité, la daily win, ça peut être une bonne solution. Ou que vous savez qu'à partir d'un certain moment, vous commencez à prendre de la surconfiance et qu'un certain montant, pardon, et vous commencez à rentrer en excès de confiance et que bah, potentiellement, quand vous atteignez ce montant, ça peut être une bonne idée d'arrêter. Par contre, daily loss, oui, à 100%. Une daily loss qui correspond à la moitié de ce que vous pouvez gagner dans une journée, c'est le top, c'est vraiment l'idéal. Une daily loss qui correspond à ce que vous pouvez gagner dans une journée, c'est aussi très 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 bien. Une daily loss par contre, qui correspond à ce que vous pouvez gagner en 2 journées, ça par contre c'est vraiment à ne jamais faire. J'ai déjà vu alors je sais pas s'ils sont professionnels ou pas, mais soi-disant apparemment,
Mais en tout cas, des traders confirmés faire ça. Doubler leur journée en perte. Globalement aussi, euh, ils ont un objectif de, je sais pas, dans l'idéal de faire 600 par jour. Ils vont avoir une daily loss à 1200. Ce qui du coup est très mauvais. Alors je pense que potentiellement cette idée-là elle peut être bonne à appliquer quand vous êtes vraiment très confirmé, très solide psychologiquement, parce que c'est ça le problème avec ce système-là, ce modèle management-là, c'est que vous commencez le lundi, vous faites une daily loss à moins 600. Bon, bah, le lendemain, vous arrivez à plus 300, vous avez du mal à réinvestir vos gains parce que vous avez psychologiquement atteint votre palier, votre daily win. Donc en fait, le mercredi, vous refaites plus 300, vous vous retrouvez à jeudi, vous êtes BE sur la semaine. Et encore, on ne comptabilise pas les frais là-dedans. Mais bref, imaginons que ce soit frais compris. Donc vous vous retrouvez jeudi avec une semaine BE. Donc vous avez jeudi, vendredi pour faire de l'argent. Jeudi, vous refaites, allez, imaginons 450. Super, vous faites 150 de plus que votre soi-disant daily win. Donc c'est très bien, good job. Et le lendemain, vous faites moins 600. Donc vous êtes en minus de 150 sur la semaine et vous aurez bossé tout ça pour perdre de l'argent. Quand derrière, euh, si le lundi vous commencez votre semaine avec un moins 300, bah, le lendemain vous vous retrouvez BE, puisque le mardi vous faites un plus 300, le mercredi vous refaites un plus 300, donc vous êtes à plus 300 déjà de gains. Le jeudi vous faites 450, donc vous vous retrouvez à 750, et le vendredi vous faites moins 300, et vous vous retrouvez à 450. Donc c'est grossier, parce que pour diverses raisons, mais voilà, c'est pour comprendre que psychologiquement c'est beaucoup plus agréable en fait de fonctionner de cette manière-là. Donc soit vous faites du 1 pour 1, soit l'idéal vraiment c'est le top du top, c'est de faire du 1 pour 2 en fait, comme vous faites avec votre aide, si vous êtes en ratio positif. Ben, pourquoi est-ce que vous ne seriez pas en ratio positif sur vos journées aussi? Moi en général j'essaye de m'arrêter. euh, ça va dépendre des comptes. Et sur celui-là, en général, j'essaie d'avoir une daily loss à peu près à 700. Ok. Est-ce qu'on a encore des... Ah oui, un petit trade sur... Ah, ça c'était... je me souviens de ce scalp-là. Encore une fois, le S, c'est juste pour perdre de l'argent. Quel bonheur. Pardon. Là, honnêtement, je sais pas ce que j'essaie de travailler. Ouais, qu'est-ce que tu fous, quoi. C'est dommage de l'avoir fermé si tôt, par contre. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une beau barrage des vendeurs. En limite. Mais c'est ouais, 16h, à ce moment-là, il est 16h19. Parce que ça se voit clairement, mes entrées depuis tout à l'heure sont de plus en plus approximatives. Surtout que j'ai pas l'impression, en fait,
en lisant le tape, en regardant l'order flow, que c'est spécialement, ça vaut vraiment la peine de risquer de l'argent dessus. Et juste cette liquidité, cette pression baissière qu'on a depuis tout à l'heure sur les mouvements. Euh, il a repris BE encore, et je me souviens, c'est les 3 trades. Là, j'ai voulu sortir, et je me souviens de cette phase-là. 2 fois BE, j'ai rendu pas mal de gains. On attend, mais bon, c'est le jeu. Mais on voit aussi que je suis plus aussi efficace qu'à mon habitude, dans le sens où, c'est pas pour du tout pour me lancer des fleurs, mais je veux dire, je suis plus euh, à l'open. Au bout de. Dans les 15-20 premières minutes de l'open, je l'aurais flat immédiatement à 13. Et là, je sais pas, j'ai freeze, alors que c'était évident qu'il fallait flat. Je sais pas ce que c'est que ça. Entrer en bas de mouvement, c'est complètement une. Ça, c'est intéressant. Je vais le noter pour demain. Faire attention à faire une grosse pause si je veux continuer. Parce que là, il y avait quand même pas mal de choses. Il y a des jolis mouvements. Il est 16h20. On a le Nasdaq, il n'a pas encore tout donné. Euh, Ok, les vendeurs qui se font bien absorber. Ça, c'est sympa. Petite entrée rapide. Je pense que là, ça va être juste pour prendre 5 points, même pas. Ils ont du mal, ils ont du mal. Donc là, on est confiant. Magnifique. Et je rentre là où ils se font absorber. Et ok. Et ben voilà. C'est le résumé. Oui, il y a tout. Une jolie journée à 1200. Ce qui est un bon, enfin très très bon début de semaine. Donc j'espère que ça va continuer comme ça encore pour la semaine. Je sais pas si je vais trader par contre demain. Mais, bref, voilà. Ciao, à plus tard. N'hésitez pas si vous avez des questions à laisser des commentaires. Et puis abonnez-vous parce que je vais balancer. Enfin, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais je vais balancer euh, quelques petites vidéos tips, conseils. Je vais faire une vidéo aussi sur la psychologie parce que je sais que certaines personnes autour de moi en ont besoin. Du coup, je vais balancer, je pense, une grosse vidéo et une autre petite vidéo pour un peu construire sa carte mentale et tout, etc. Ça, j'en parlerai plus tard. Et puis aussi, je vais faire une vidéo sur les setups de sweep reverse, un setup que j'ai inventé, mais apparemment, de ce que j'ai pu voir, il y a pas mal de traders qui l'utilisent. Et heureusement, parce que c'est un truc qui est hyper intéressant, hyper profitable. Donc voilà, à plus.